Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc là, la présentation, l'idée c'était d'essayer d'illustrer les différents termes de l'atelier, donc données, méthodes et outils, et de partir d'une question simple qui peut nous être adressée, par exemple, dans le cadre de nos activités de recherche, mais par exemple aussi en lien avec l'IR illico et ses systèmes nationaux d'observation. Impeccable, merci. Et donc, une des questions que l'on peut avoir sur le littoral, c'est finalement d'où vient cette mousse. Et donc, on va essayer de voir qu'au travers de l'IR illico et ses différents systèmes nationaux d'observation, donc on couvre un certain nombre de domaines. On est sur la surface, au niveau de sous l'eau et au-dessus de l'eau. Vous avez donc les illustrations des différents logos de CSNO qui couvrent différents domaines. Et donc là, pour l'exercice de ce matin, je vais m'intéresser à un domaine particulier qui est ce qui est hydrologie et phytoplancton. Et donc lorsqu'on s'intéresse à l'hydrologie et au phytoplancton, vous l'avez vu hier, on s'intéresse à différentes échelles de temps et d'espace, ici, et l'idée c'est de dépasser les approches conventionnelles qui ne nous permettent de voir qu'une petite partie, on va dire le sommet de l'iceberg, et on essaie d'étendre les échelles de temps et d'espace pour pouvoir couvrir un ensemble de processus pour expliquer un phénomène. On l'a vu hier aussi dans la présentation d'Anne Daniel. Lorsqu'on parle du phytoplancton, lorsqu'il se développe de manière intense, on parle aussi d'eutrophisation, et voilà l'ensemble des paramètres ou des compartiments qui sont concernés par cette eutrophisation. Donc on voit qu'on doit tendre vers des approches conventionnelles, basse résolution, de la haute résolution, et faire du multivariable. Une fois qu'on a toutes ces informations, donc on a l'in situ, on a la couleur de l'eau, on a la modélisation, on voit l'intérêt de centraliser toutes ces informations au niveau de base de données ou de portail. Et derrière, il va y avoir tout un travail aussi donc d'intégration de cette observation pour, à partir de ces multiples tuyaux qui arrivent dans les bases, en sortir un gros qui correspond à nos besoins. Et à partir de ce gros-là, il y a un deuxième travail qui commence avec la considération donc des données brutes qui nous intéressent, puis tout un ensemble de processus de traitement qui vont nous permettre d'aller jusqu'à cette donnée. Et là, la mise à disposition de ces données pour la recherche, c'est vraiment finalement à ce niveau-là qu'on a l'impression que le travail commence, mais on voit bien que des IR comme Dataterra ou Illico construisent en fait tout ce qui va être en amont. Une fois qu'on est là, eh bien, on se trouve confronté finalement à plein de problèmes. On a trop de données, ou finalement on en a plus que ce qu'on espérait. Dans le meilleur des cas, on doit gérer de la qualité de données, des trous dans les données, la régularisation des séries temporelles, les alignements de fréquences, etc. Et donc là, en fait, je vais essayer de vous montrer aussi quelques méthodes qu'on utilise pour aller plus de l'avant. Donc le contexte, je vous disais, c'était qu'est-ce que c'est que cette mousse sur le littoral. Et donc on sait que c'est lié à du phytoplancton qui se développe en masse. Et à un moment de son cycle, ce phytoplancton va créer de la mousse qui s'accumule partout, entraînant des dysfonctionnements de l'écosystème et donc en lien avec l'eutrophisation. Dernièrement, on a même finalement eu la désagréable surprise de constater que cette algue était même une algue tueuse, puisque en fait il y a eu 5 décès par des gens qui se sont trouvés prisonniers, si on peut dire, et qui sont morts par asphyxie dans 3 mètres de mousse dans certaines conditions. Donc pour travailler là-dessus, on voit qu'on va avoir besoin justement de données diverses et variées sur différents types de pression, du global, du local, les matières organiques, les nutriments. On va devoir potentiellement tenir compte d'activités qui s'exercent dans une zone donnée. On parle des centrales nucléaires ou des industries qui ont besoin d'une alimentation en eau de mer. On parle bien évidemment de tout ce qui est aquaculture, etc. Et puis dernièrement, la montée en puissance, on va dire, de tout ce qui est éolien offshore. Et on doit tenir compte de tout ça et de toutes les données qui vont avec pour finalement comprendre, nous, ce qui se passe au niveau du phytoplancton, ce qui se passe au niveau du réseau trophique, voire même les effets retour. Le phytoplancton peut tuer des poissons au niveau de ces sites et, par exemple, les mousses de Phéocystis peuvent colmater les systèmes d'alimentation en eau de ces industries. Donc l'idée de cette intégration de la donnée et d'avoir ce multifréquence, multivariable, multi-tout, bah finalement c'est de prendre le meilleur de ce qui est à notre disposition. Donc les données qui concernent le bassin versant, tout ce qui va être l'in situ conventionnel par bateau, bouée, drone, satellite, modélisation. Et on voit qu'en combinant tous
toutes les informations sur ce phytoplancton, les états environnementaux, faire du Web Alert System, étudier les trajectoires de particules, on peut prétendre développer des systèmes de prédiction, d'alerte précoce et de prédiction. Donc là, quelques exemples de ce qu'on est capable de faire, et on va voir le niveau d'intégration, c'est-à-dire que par exemple, en intégrant les données de certains SNO, donc on ne travaille plus en silo SNO par SNO, mais là on travaille en combinant par exemple du COST-HF, du SOMLIT et du PhyTops, eh bien on va pouvoir caractériser différents événements qui correspondent à des efflorescences de phytoplancton, et ayant cette connaissance, on va pouvoir en faire de la prédiction. De la même façon, en combinant donc ces données in situ avec les données des images satellites, on aura une idée de qu'est-ce qui se développe où via des séries temporelles, et en croisant les informations, on va pouvoir définir des niches, des habitats, et de suivre finalement les développements de ce phytoplancton dans le temps, mais aussi dans l'espace, et définir les conditions qui sont favorables à tel ou tel taxon. Grâce aux séries temporelles acquises et stabilisées donc par les centres de données pour nous permettre d'avoir accès à des séries temporelles longues, on voit qu'on est capable clairement d'avoir des suivis dans le temps de ce qui se passe au niveau de l'environnement, et surtout de mettre en évidence des ruptures qui nous permettent de mieux comprendre comment le système évolue, notamment par exemple en réponse à certaines activités des managers et gestionnaires de l'environnement. Et puis une fois que toute cette connaissance est acquise, on va pouvoir utiliser des méthodes du machine learning et de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on était là, on regarde ce qui se passe au environnement, on essaie de comprendre, d'améliorer les connaissances, et vous avez vu, on est capable de labelliser certains événements. Et une fois qu'on a labellisé ces événements, eh bien, du coup, on peut les apprendre, et toute nouvelle donnée qui va être acquise donc, va permettre de faire de la prédiction. Et en combinant les sources de données, on va pouvoir finalement proposer différents types de prédictions, et par un vote majoritaire, décider laquelle est la plus susceptible de se réaliser. Un exemple concret de ce qu'on est capable de faire donc avec ces systèmes d'intelligence artificielle et de machine learning, c'est l'utilisation d'un système de clustering multiniveau par analyse spectrale. Et là, par exemple, en prenant des données du réseau de stations instrumentées haute fréquence COST-HF, on est capable, de manière non supervisée, c'est-à-dire sans connaissance a priori, sans considérer le temps ni l'espace, de recréer des clusters de données qui correspondent à des états environnementaux. Et ces états environnementaux, par exemple ici, vous avez donc capacité que le système va identifier là deux états contrastés, pas de bloom, bloom. Lorsque vous continuez dans les niveaux profonds, le système va être capable de vous rediviser ce que vous aviez vu au départ en sous-états. Et on voit que là, on va partir vers quelque chose qui permet d'avoir accès à des états généraux, à des états réguliers, classiques. Et puis plus on va aller dans les niveaux inférieurs, plus on va aller vers des événements extrêmes, vers des événements aberrants, et pourquoi pas identifier, grâce à ces méthodes par exemple, des aberrations au niveau de certaines données qui pourraient être des signes de dysfonctionnement ou liés à un problème de qualité. Et donc on voit qu'avec ce type de méthode, on va pouvoir justement aller vers, en combinant le multivariable, le multifréquence, etc., et les séries long terme, vraiment pouvoir prétendre étudier ces changements globaux jusqu'à des niveaux permettant ici de différencier jusqu'à 8 états environnementaux qui se succèdent dans le temps. On voit que la méthode permet d'identifier des phénomènes indépendamment du niveau, ce qui est quand même une valeur ajoutée. Et on voit que dans certains cas, certains événements sont ponctuels, certains durent plus longtemps à certaines périodes, etc. Et il va y avoir une succession. Et avec cette approche, on est capable, par exemple, pour certains paramètres, de caractériser, par exemple, pour l'état numéro 7, le fait que cet état est caractérisé par des forts blooms de phytoplancton associés à des fortes productions d'oxygène. Et c'est en labellisant tout ça, finalement, que l'on va être capable de faire de la prédiction. Si on combine les différentes données, on voit que là, on parlait de paramètres physico-chimiques, oxygène, fluorescence, on va cette fois-ci, par exemple, ajouter des données du phytoplancton qui peuvent venir du SNO Phytops Network. Et là, on voit que l'on va associer
à ces états environnementaux la présence d'algues du phytoplancton qui sont soit nuisibles, soit toxiques. Et c'est là où on va permettre au système d'apprendre, voilà, dans telles conditions environnementales, je vais avoir tel type de taxon. Et lorsque les nouvelles données vont arriver, eh bien finalement, le système va reconnaître que l'on entre dans une configuration qui est favorable à ces algues nuisibles. Une application, on va dire, hors recherche, c'est par exemple dans le cadre d'une collaboration avec EDF où on a cette mousse de phéocystis qui entre dans les systèmes de filtration de la centrale donc nucléaire, là par exemple de Paluel, et dans un contexte où on manque d'énergie, il faut savoir que cette algue microscopique du phytoplancton, son développement est tel qu'on peut avoir des proliférations à 30, 40, 50 millions de cellules par litre. L'eau devient complètement visqueuse, elle mousse et ça entre dans les systèmes. Première chose, ça diminue l'alimentation en eau de mer de la centrale avec des pertes de puissance de l'ordre de 30%, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, cette algue émet des substances qui sont malodorantes, nuisibles, et les agents qui sont en charge de l'entretien dans ces systèmes de refroidissement peuvent être soumis donc à des nausées, des vertiges, des vomissements. Et donc, grâce à toutes ces informations qui viennent donc des centres de données, des systèmes d'observation de l'IR hélico et des données de la recherche, on est capable, par exemple, de construire des espèces de bulletins d'information où on envoie ça toutes les semaines à EDF, on leur dit pour un certain nombre de localisations quelle est la présence du phytoplancton, dans ce phytoplancton est-ce qu'on a du phéocystis, etc., et où il se situe par rapport à l'emplacement des centrales nucléaires. Donc voilà un peu le genre d'approche. Et donc, dans le monde des bisounours, l'idée de l'IR hélico, c'est d'utiliser toutes ces connaissances et finalement de proposer via un portail intégrateur ce genre d'entrée thématique. Si vous voulez étudier par exemple le phytoplancton, les algues nuisibles, il devrait être possible d'avoir accès donc à ce portail intégrateur donc, qui vous propose bien évidemment des entrées thématiques par SNO en fonction de vos questions, mais qui ici, et on le voit très mal, j'en suis désolé, des possibilités d'entrée thématiques. Donc vous sélectionnez une zone, vous décidez de travailler par exemple sur l'eutrophisation et les algues nuisibles, et il va y avoir mise en place d'un filtre intelligent qui va vous ouvrir une espèce de portail avec un tableau de bord qui vous montre cette espèce de bulletin d'information et de prédiction. Et à partir de ça, vous pourrez même télécharger les données que vous avez donc dans ce tableau de bord. Et ces données donc seront directement, on va dire, ingérables par des outils qui seraient mis à disposition pour étudier des tendances, des ruptures, et pourquoi pas faire de la classification, du clustering, et entrer tout ça dans des systèmes de prédiction. Donc voilà un peu le but du jeu pour les activités en cours au niveau de l'IR hélico. Merci.